Ce qui fait peur à l'échelle de la direction et de la stratégie, c'est le mouvement social. Et donc, moi, je crois vraiment aussi au pouvoir que chacun on a à faire pression, à faire levier collectif pour que les choses, à un moment donné, elles bougent. Donc quand on regarde un bulletin aujourd'hui, en réalité, chaque ligne du bulletin est un reflet d'une conquête sociale. Au fur et à mesure du temps, il est venu se peupler de lignes. Chaque ligne est un combat et on l'oublie. Comment est-ce qu'on pense le futur du travail pour un jeune étudiant qui est en dernière année d'école de traduction, qui arrive sur le marché du travail après avoir investi 55 vies et probablement des économies et qui arrive plein de désillusions? Comment est-ce qu'on répare cette cicatrice de la promesse qui n'a pas été tenue? Toujours un peu sidérée de voir que la question du temps long soit si peu abordée, parce que je me dis, mais c'est tellement important. Soyons ces voix qui tentent de venir titiller, un peu comme ces éclaireurs du terrain dont on parlait tout à l'heure, pour que les projets qu'on mène aujourd'hui ils plantent les bonnes graines déjà pour demain. Merci beaucoup d'être là. On va pouvoir commencer. Je vais appeler peut-être Jordan, nous donner un mot sur le laptop qui nous accueille ce soir. Merci encore. Qui vient pour la première fois au laptop? OK, bon, bienvenue. Bienvenue déjà, ici, on appelle ça l'atelier Beaubourg. C'est là où on travaille, là où on donne nos formations. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le laptop, c'est un centre de formation. On fait des formations en UX, en UI, en design ops, à peu près tous les métiers qui sont liés au product design, au design d'expérience. Ça fait 12 ans qu'on existe, on a formé un peu plus de 5000 personnes, en 12 ans. Alors on compte, les formations dans les entreprises, les formations dans les écoles, voilà. Mais au-delà de ces formations, à la base, le laptop, c'est un coworking. Ça a été fondé par Pauline Thomas en 2012 comme un coworking. Donc on essaye de garder un petit peu cet esprit en accueillant des événements comme ce soir. On en fait environ, je dirais 3 à 5 événements par mois, comme ça, qui sont gratuits, auxquels vous pouvez venir. Donc pour ça, vous pouvez nous suivre soit sur notre site internet, soit sur les réseaux sociaux, soit sur, une plateforme Circle dont je pourrais vous parler, un peu plus tard, dans la soirée si vous voulez venir me voir pour échanger là-dessus. Donc voilà, juste, merci aussi à Spéculatif Futur. Merci de faire vivre un peu le lieu avec, des événements comme ça et puis, je vous souhaite une bonne conférence et je reste dispo après si vous avez des questions. Je vais faire la même chose. Pour qui c'est la première fois pour un événement spéculatif futur ce soir? Ok, à peu près moite-moite. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Pour vous parler très rapidement de Spéculatif Futur Paris, qu'est-ce que c'est? Spéculatif Futur Paris, c'est un chapter d'une communauté plus vaste. En fait, il y a on va dire, des spéculatifs futurs dans plein de grandes villes. Je vois des têtes connues en plus. Salut. De plein de grandes villes en fait autour du monde. Je crois qu'à un moment il y avait 80 chapters, il y en a même un je crois en Antarctique ou au Groenland, je ne sais plus. Bref, en tout cas, certains chapters sont morts, reviennent à la vie. Nous on est toujours là, on est content de vous avoir. La mission de Spéculatif Futur, c'est d'organiser ce type d'événements, d'organiser des conférences, des workshops pour le partage de bonnes pratiques sur l'anticipation, le design fiction, la prospective. Voilà, on a des lieux partenaires au fil de nos événements. On en est à peu près à 40 événements ce soir. Je crois que c'est le 45e. On essaie de vous proposer ça chaque mois dans des lieux partenaires comme le Laptop, mais aussi la Maison de la Conversation, l'ENSI Les Ateliers, le CNAM, la Gaieté Lyrique. Bref, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, merci encore à eux. C'est qui on est. On est 4 personnes qui essayons d'animer la communauté. Et voilà, on vous propose ce contenu-là. Il y a Léa qui est là ce soir, Gabrielle qui est là ce soir, Jacqueline qui n'a pas pu être présente, et moi-même. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Pour être complètement sincère avec vous, c'est le réseau qu'on utilise le plus. Instagram, on s'y met de plus en plus aussi grâce à Gabriel. Et puis, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter dans laquelle on essaie de relayer du contenu en lien avec l'anticipation et la prospective. Ce soir, on accueille 3 intervenantes sur la thématique du futur du travail, donc travail demain. Venez. Donc Marion Desclos, Noémie Aubron et Sylvia Donnert. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez les applaudir. Et à partir de là, je pense, je vais vous laisser vous présenter. La thématique de ce soir, encore une fois, c'est le futur du travail. La question qu'on va se poser tous ensemble, enfin les questions, c'est justement sur cette thématique, qui peut réfléchir à ce type de questions? Est-ce qu'il y a des contextes plus propices ou non? Est-ce qu'il y a des types d'organisations, des cadres qui sont plus inertes que d'autres? Est-ce que, on va dire, les entreprises ou les organisations, on va dire plus dépendantes d'assets ou en tout cas d'équipements matériels sont plus
moins propices à faire de la prospective que des organisations de la tech avec des assets plus virtuels. On va tourner autour de ces questions ce soir et je laisse la parole aux intervenantes. Merci beaucoup. Euh, je prends la parole en première parce qu'en fait, c'est moi qui réunis tout ce petit monde. Et je suis très heureuse de réunir à la fois les 2 personnes qui sont à mes côtés, Sylvia et Noémie, et de réunir les personnes que vous êtes dans la salle, parmi lesquelles quelques têtes me sont familières. Hem, L'histoire, c'est que en fin d'année dernière, je me disais: «Ah, j'aimerais beaucoup faire un événement sur le travail». Noémie, tu étais parmi les personnes que j'avais envie d'inviter et à ce moment-là, Spéculatif Futur m'écrit et me dit: «Est-ce que ça te dirait de faire un événement sur le futur du travail?» J'ai dit oui, c'est la dernière chose que j'ai organisée avant de prendre mes dernières vacances avant avant Noël. Donc c'était chouette et je suis ravie que quelques mois plus tard, on soit tous ici. Peut-être pour un petit peu de contexte, Sylvia, Noémie et moi, on parle de 3 places assez différentes sur la question du futur du travail et c'est exactement la raison pour laquelle, je nous ai réunis. On est plus ou moins rompus aussi à l'exercice de la conférence, donc on vous prie de votre indulgence et peut-être pour, vous présenter, rapidement donc Noémie, peut-être que vous la connaissez, par sa newsletter, qui est publiée chaque semaine, qui éclaire, le futur. Elle nous éclaire chaque semaine des signaux faibles, ça s'appelle d'ailleurs Futur. Voilà, évidemment, elle n'éclaire pas, que nos bonnes âmes chaque semaine, elle éclaire aussi un certain nombre d'organisations sur les enjeux, d'anticipation et de futur, depuis presque une dizaine d'années maintenant. Sylvia, on s'est rencontrés, il y a 1 an maintenant. Pareil, tu m'as écrit à la suite d'une publication, d'une newsletter dont tu parleras, plus tard. Donc tout ça, toutes ces newsletters nous réunissent en vrai, hein. Et Sylvia, elle nous vient du monde de la fiche de paye. Alors elle nous parle d'un point de vue un peu plus, quotidien, de la gestion d'une des dimensions du travail dont on parlera tout à l'heure. Et moi, je vous parle d'un point de vue qui est un peu entre les 2. Moi, j'accompagne les entreprises sur l'amélioration des conditions de travail. Donc en fait, c'est très présent et très futur à la fois. Et la raison pour laquelle je nous ai réunis, c'est pour répondre à un certain nombre d'interrogations aujourd'hui que j'ai sur nos différentes pratiques, en fait. J'ai pas toutes les réponses et c'est pour ça que je suis ravie que vous allez voir, on va avoir plutôt une conversation, qu'un certain nombre avait en vous posant aussi des questions. Parce qu'en fait, ce dont on va vous parler, aujourd'hui, on a plutôt envie d'avoir une conversation que de vous donner des réponses parce que clairement, en fait, on les a pas vraiment. Donc moi, comme je vous le disais, je vous parle d'une place, depuis, quelques années où je vais améliorer les conditions de travail, notamment dans des milieux, industriels et médico-sociaux où en fait l'actif, matériel est très présent. C'est-à-dire que quand on construit un nouvel hôpital ou quand on change de machine, a priori, c'est pour, une durée certaine, mais vous allez le voir, on se pose pas forcément la question du temps long. Avant de démarrer, j'aimerais que vous preniez un petit instant, là, vous êtes arrivés par le métro qui était en retard. On arrive, on souffle et j'aimerais que vous vous posiez cette question de: «Mais finalement, le travail, pour vous individuellement, là, dans votre tête, c'est quoi? Et le futur de votre travail, c'est quoi aussi? Qu'est-ce que ça vous évoque?» Alors peut-être que vous avez pensé à ces différentes dimensions du travail et le travail, c'est tout ça à la fois. Vous avez peut-être pensé à votre métier. «Ah bah, moi, je suis consultante» ou «Je suis designer» ou «Je suis product owner» ou que sais-je, médecin, dentiste. Le métier, il est lié à des compétences, à des formations que vous avez pu avoir, à une pratique aujourd'hui que vous avez, une expertise, dont vous pouvez témoigner par un certain nombre d'expériences, passées. Ensuite, il y a la question de l'emploi auquel vous avez peut-être pensé. Je suis freelance ou alors je suis salarié ou alors je gagne, tant par mois. Ça, c'est la question de l'emploi. C'est, les chiffres que compte, la société française, en distinguant ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. C'est ceux qui sont chômeurs, ceux qui sont même pas chômeurs et ceux qui travaillent et finalement sont dans une forme de production utile. Ça, c'est le travail. D'un point de vue, alors il y a plusieurs personnes évidemment qui ont réfléchi à ces différentes définitions. Je vous fais une synthèse très rapide ici, mais globalement, le travail, c'est cette production utile, soit à la société, soit à l'économie. OK, donc c'est toutes les activités qu'on va mener qui sont,
hors du loisir, en fait, hors de l'oisiveté, en tout cas, et qui va être utile à la société. Donc dans le travail, on compte évidemment le travail qui est rémunéré, mais le travail non rémunéré, il compte aussi. Et puis la dernière dimension, enfin l'une des autres dimensions du travail, c'est l'activité. Et l'activité, c'est concrètement ce qu'on fait au quotidien quand on est au travail. C'est écrire un mail, c'est appeler quelqu'un, c'est écrire sa to-do list le matin en arrivant, c'est placer et déplacer des objets quand quand on travaille sur une chaîne industrielle. C'est toutes les tâches, mais aussi tout ce qui n'est pas prescrit, tout ce qui est hors process qu'on va faire et qui est un peu entre les lignes. Tout ça, c'est le travail aussi et ça s'appelle plutôt l'activité. On pourrait se dire que métier, emploi et activité, en fait, c'est 3 dimensions du même objet qu'est le travail, OK? Et que tout ça, ça existe, dans la société. Moi, cette dimension du travail, elle m'intéresse énormément parce que, en fait, on passe énormément de temps au travail et donc c'est un espace de levier pour le futur qui me semble très important. Parce que tous les jours, tout ce qu'on fait, ça influence, micro à micro, ce que sera demain. Alors évidemment, il y a des choses qui jouent à différents niveaux. L'activité, ce qu'on fait tous les jours, par nos outils, l'environnement dans lequel on se trouve, l'organisation, les process dans lesquels on est, ça vient faire le travail global d'aujourd'hui. Ça vient faire la société aussi. Les... Si on parle à l'échelle de l'emploi, bah, on se dit, ah, c'est plutôt des systèmes, des infrastructures dans lesquelles on se trouve. C'est plutôt ce dont va vous parler Sylvia tout à l'heure. Et puis, les métiers, ils sont définis par un contexte de société, des besoins de l'économie, une politique globale. Okay, peut-être que chaque entreprise va définir des métiers, mais ça correspond quand même à un besoin plus général. Et ces éléments-là, qui sont un peu les ingrédients du travail, ils déterminent ou ils définissent les conditions de travail. Moi, mon échelle, elle est plutôt au niveau des petits points roses, les outils, l'environnement local, l'organisation, les process. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, si on prend l'échelle du temps des transitions, en fait, on voit que tout ce qu'on fait à l'échelle des petits points roses, bah, évidemment, petit à petit, ça se stabilise en des systèmes et un modèle de société qui va être influencé par là. L'inverse est vrai, mais c'est vrai que voilà, sur la ligne du temps, on est plutôt à très court terme, c'est tout ce qui se passe en bas qui grouille de signaux faibles aussi de toutes nos actions qui petit à petit organisent la société d'une façon ou d'une autre. Et à un moment donné, moi je me suis posé la question de mais en fait le cycle d'innovation dans lequel je me trouve, en tant que à l'époque designer de service où on venait me questionner sur voilà, ce serait bien de réimaginer tel outil, telle application pour telle personne. En fait, le temps dans lequel on réfléchissait, il était très court. Au moment du Covid, où on avait un peu plus de temps pour réfléchir, je me suis dit: «Je vais remonter dans l'histoire, en fait. Je vais me poser la question du temps long, mais en arrière». Parce qu'en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, qui constitue notre environnement, en fait, comment c'est arrivé là? Comment ça se fait que l'échelle, elle a la forme, de l'échelle aujourd'hui et qu'elle s'est imposée comme ça et qu'elle bouge elle paraît ça paraît très stable comme objet. Hem Donc, c'est par un questionnement que j'ai commencé à écrire, le passé, mais aussi, le futur de nos objets quotidiens. Et en fait, quelque chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que, même si dans ma pratique, on m'appelait pour plutôt améliorer l'expérience de ce qu'on appelle l'utilisateur final. Alors c'est pas très beau comme nom, mais en tout cas, dans l'hôpital, il est fait pour, que les personnes, elles soient plus malades ou qu'on les soigne, pour les patients. En fait, en travaillant sur la question de l'expérience patient, ce qu'on faisait bouger presque dans le temps le plus court, c'est l'expérience des soignants avec qui on travaillait sur cette question-là. Ce projet-là, c'est un projet qui a été mené sur 1 an et demi, main dans la main avec les soignants, dans un projet de rénovation et d'agrandissement d'un service d'urgence. Le service d'urgence, il n'existe pas encore, il n'est pas encore sur pied, il est en train d'être construit. C'était en 2019. Les projets architecturaux prennent énormément de temps. Eh bien, ce qui reste aujourd'hui, 10 ans après, c'est les soignants avec qui on a travaillé, qui sont pas partis de cet endroit et qui régulièrement repensent à comment on a travaillé sur la question du sens de leur travail, de ce qu'ils projetaient en termes d'expérience patient. Et c'est ça aujourd'hui qui vit alors que les locaux sont pas encore réhabilités. Un deuxième endroit où
la question du temps long et notamment du travail est venue. C'est un projet pour la RATP où il nous avait été demandé, là encore, de réfléchir à l'expérience du voyageur, notamment novice, plutôt touriste, en 2050. Alors, on avait utilisé différents outils, notamment mobiliser des experts pour avoir une vision un peu plus systémique de la problématique. Mais je me souviens que ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, la question du rôle des agents de la RATP est devenue très importante. On s'est dit, bah, ok, si demain on veut que le métro ce soit un espace refuge quand les températures grimpent dans la rue, bah, finalement ça change peut-être un peu le rôle de nos agents. Et c'est peut-être les premiers qui vont être capables de porter cette vision avant même que les infrastructures elles soient rénovées, que les dispositifs qu'on avait imaginés aient pu être déployés. Les gens, eux, allaient être capables de très rapidement, si ça devenait voilà, une des missions de la RATP, de se saisir de ces enjeux-là. Donc finalement, ces 2 premiers exemples qui ont vraiment fondé ce que je fais aujourd'hui, c'est on passe d'une orientation utilisateur final qu'on nous apprend beaucoup en tant que designer, à un questionnement du rôle des professionnels dans l'expérience qu'ils délivrent eux-mêmes auprès de leur public. J'ai été appelée sur des questions de risque pour la santé des travailleurs, dans un espace où il fait de plus en plus chaud. Alors déjà que ces gens-là travaillent à chaud, c'est la métallurgie, donc les pièces sortent entre 800 et 1000 degrés, mais avec les pics de canicule, bah, en fait, la chaleur monte encore plus dans les ateliers. Et là, le temps long n'était pas vraiment sur la table, c'était plutôt le temps court. Là, le risque, en fait, il est déjà là. La canicule, le réchauffement climatique, c'est plus quelque chose de théorique, c'est déjà très présent. Et l'organisation se pose la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en place là, cet été, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant cette question, en fait, il y a eu énormément d'acteurs dans l'organisation qui ont été liés à ce projet. Des personnes qui pensent le temps long, des personnes qui travaillent au quotidien ici, et on s'est rendu compte que bah, tout était lié. C'est-à-dire que si on veut travailler sur la protection des travailleurs ici, c'est des investissements immobiliers importants. Ça veut dire se poser la question du bâtiment. Ah oui, mais ça, c'est pas des choses qu'on peut acheter comme ça rapidement et c'est pas des équipements qui sont accessibles comme ça. Donc ça doit s'inscrire dans une stratégie de temps long. Et donc on voit bien que quand les enjeux sont très court terme, mais qui touchent aussi bah, des tendances beaucoup plus longues qui vont s'installer, on touche à des dimensions financières qui vont orienter la stratégie de ces entreprises. Et plus récemment encore, je travaille en ce moment sur un nouvel hôpital. Et là, la question du temps long, je la vois pas. Elle n'est pas au goût du jour. Elle n'est pas dans les conversations. Alors peut-être parce qu'elles ont eu lieu en amont, au moment de l'écriture du programme qui vient orienter ce projet architectural. Peut-être qu'elles ont lieu dans d'autres instances que celles où je travaille. Mais ce qui se passe en tout cas, c'est que chaque décision qu'on prend au niveau opérationnel, c'est-à-dire à quoi ressemblera la salle de soins, la salle de préparation des soins pour les aides-soignants, en fait, on influence le travail pour les 30, 40 prochaines années au moins. Donc ce que je vois, c'est qu'en fait, les projets d'infrastructure futurs, ils sont énormément irrigués par un imaginaire du travail du présent. Alors voilà, c'est pour ça qu'on est là. Une chose est sûre, c'est que voilà, le projet dont je vous parlais tout à l'heure sur ces services d'urgence, ce qui reste aujourd'hui, 10 ans après, c'est que ces soignants-là, ils se sont saisis de leurs enjeux et chaque jour, ils réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire et ils ont gagné du sens, gagné du plaisir dans leur travail et gagné du coup de la santé. Je vais passer la parole maintenant à Sylvia, qui va nous parler plutôt de systèmes, enfin en tout cas d'un outil qui fait levier sur des systèmes et des infrastructures, puisque la fiche de paie est un peu plus globale que ce dont on vient de parler. Merci beaucoup Sylvia. Merci Marion et bonsoir tout le monde. Donc moi de mon côté, je viens plutôt, enfin mon terrain de jeu est très différent de celui de Marion. Je viens du monde immatériel, du logiciel. Et ces derniers mois, en échangeant avec Marion, on s'est rendu compte qu'on avait des questionnements quand même étonnamment proches sur la prospective et le futur du travail. Et donc voilà, ça nous a donné envie de croiser nos regards. Et comme le disait Marion, je me situe plutôt je pense qu'on navigue entre les outils
et puis les systèmes, et on va voir après comment. Je suis aussi celle qui a le regard le plus novice, je dirais, sur la prospective. Donc, je vais prendre un petit temps pour me présenter, expliquer un petit peu mon parcours et comment je suis arrivée à la prospective ou comment elle est venue à moi. Et ce qui m'amène à être ici ce soir, si bien entourée. Donc, au départ, moi, j'ai une formation je suis juriste de formation et j'ai basculé dans le monde de la tech il y a un peu plus de 15 ans. Où j'ai toujours évolué dans les métiers du contenu. Donc, c'est UX Writing, localisation, c'est-à-dire traduction, adaptation des outils pour des marchés étrangers, et puis Content Design et architecture de l'information. Et j'ai aussi toujours travaillé dans le monde B2B, c'est-à-dire à la conception d'outils pour le monde du travail, pour le coup, qui sont utilisés dans un cadre professionnel. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est le lien. Donc, s'il fallait trouver un lien entre les deux mondes, le droit et puis les logiciels B2B, c'est que ce sont des matières à contrainte. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas à choisir d'évoluer dans ces cadres. Le droit, il s'impose à l'usager et l'outil de travail également, on ne le choisit pas. Donc, on est loin du loisir qu'on évoquait tout à l'heure. À mon sens, ça demande une attention et une intention particulière quand on imagine les parcours, parce qu'ils peuvent soit être libérateurs et très empouvoirants, ou alors ils peuvent être source de frustration, de friction, voire d'humiliation pour ce qui est du droit, par exemple. Donc, c'est des choses intéressantes à garder en tête. Et donc, pour la prospective, ma toute première rencontre de la prospective, je pense que c'était via le legal design. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une discipline émergente, on va dire, depuis 10-20 ans, mais encore assez niche. Et c'est une rencontre assez fascinante entre le droit et le design qui veut redonner au droit, redémocratiser le droit. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, il y a une legal designer qui s'appelle Hallie J. Pope, qui est américaine, et qui parle de imagination radicale, qui invite à sortir en fait de nos cadres de pensée pour venir changer le système juridique, parce que source d'oppression souvent. Cette invitation, elle interroge, parce que comment est-ce qu'on questionne un service, un système déjà en place. Et souvent, quand on touche aux structures profondes, il faut des méthodes particulières. Et c'est là que je trouvais la prospective un outil très pertinent. Et puis, plus récemment, chez Payfit, et donc c'est Rita, notre service designer qui est au fond de la salle, qui m'a fait découvrir Noémie via sa newsletter. Et comme tu le disais, il y a un an, tu as donc la newsletter l'article sur le bulletin de paye de Marion et Émilie Laure-Blanchet-Angaro, qui d'ailleurs est legal designer, est arrivé pile au moment où nous, on était en plein développement et déploiement de la fiche de paye interactive, du bulletin interactif. Et c'est arrivé à un moment où nous, on était en plein détail, vraiment dans l'exécution, et où en fait, on avait besoin d'une prise de recul. Donc, c'est alignement des planètes. On s'est dit, bon, ça résonne vraiment très fort, il faut qu'on se voit. Et on a invité Émilie et Marion chez Payfit pour un échange avec les Payfitters. Et donc, ça a été hyper bénéfique. Je vais y revenir tout à l'heure quand on parlera des effets. Oui, et donc je vous parle quand même de Payfit un instant, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, Payfit, c'est un éditeur de logiciels qui permet de gérer la paye et les ressources humaines. Et on s'adresse en particulier aux toutes petites et moyennes entreprises, et spécialement aux novices en paye. Donc, il y a un objectif pour nous de rendre la paye facile, et que des personnes qui connaissent rien à la réglementation, qui sont pas forcément hyper digitalisées, puissent gérer leur paye en autonomie. Et Payfit même est né d'un pari entre 3 amis qui se sont dit comment est-ce qu'on pourrait révolutionner un secteur un peu poussiéreux et chasse-gardée de spécialistes. Et c'est comme ça qu'est née l'entreprise. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est pas du tout une démarche avec une prospective très intentionnelle, mais pareil, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je trouve ça intéressant comme point de départ. Et donc je vais avancer peut-être ici. Donc, pour en venir au bulletin de paye, donc c'est un peu l'élément emblématique de la paye. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, mais c'est celui que tout le monde connaît. Et en même temps, on sait qu'il est très peu connu. Donc, il y a 71% des Français qui ne comprennent pas leur fiche de paye, ou qui la lisent même pas. Et je trouve que ça en fait un objet intéressant pour l'étude prospective, parce que c'est un objet hyper concret. Avant, c'était un objet en papier. Aujourd'hui, c'est digitalisé. Mais en même temps, il reflète des questionnements très abstraits, des valeurs de société. Donc, quand on regarde un bulletin aujourd'hui,
en réalité, chaque ligne du bulletin est un reflet d'une conquête sociale dans le temps. Avant, il n'y avait même pas de bulletin social, de bulletin de paye. Et au fur et à mesure du temps, il est venu se peupler de lignes. Et en fait, chaque ligne est un combat qui s'est fait parfois dans la douleur et on l'oublie. Et il n'y a pas d'acquis non plus. Et aujourd'hui, on a tendance, quand on regarde un bulletin de paye, et nos clients nous le disent, ils regardent le brut, ils regardent le net, et puis c'est tout. Et au milieu, il y a beaucoup de lignes qui sont un peu cryptiques, qui sont pas comprises et qui sont plutôt vécues comme un coût, un empêchement, peut-être à une meilleure compétitivité pour les employeurs, ou, ou alors une baisse du pouvoir d'achat. Et quand on regarde aussi l'évolution dans le temps, on voit qu'au départ, c'était quelques petites lignes remplies à la main au dos d'une enveloppe. Et dans le temps, ça a évolué à aujourd'hui en moyenne 55 lignes. Et il peut y en avoir plus de 900 en France. Donc c'est un niveau de complexité assez élevé, en sachant qu'en plus en France, c'est le droit du travail le plus protecteur du monde et en même temps le plus complexe depuis des années. On a la palme d'or de la complexité en paye. Et donc notre objectif à nous, il y a un double enjeu, c'est d'une part de faire comprendre ce que signifient ces lignes et par ailleurs aussi de valoriser les efforts qu'on fait en tant qu'employé ou employeur ou salarié à faire vivre un système qui est un système assez unique et sophistiqué, celui de la redistribution, de la solidarité. Et, et c'est comme ça que, alors en 2022, il y a eu un premier pas qui a été fait vers le bulletin simplifié, où enfin, c'est une première page qui arrive avant le bulletin lui-même, qui vient un petit peu refléter avec des graphiques et puis qui fait ressortir les points importants, les principaux chiffres du bulletin. Et donc, l'année dernière, on s'est lancé dans le bulletin interactif où, quand on survole les lignes, on peut cliquer dessus et puis on a des explications en langage clair pour chaque ligne. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière, et comment est calculée la ligne et quel est l'impact sur les salaires. Et, et en gros, bon, le pari, il est clair, c'est de passer par la technologie et l'IA pour venir démocratiser la paye. Et en même temps, l'ambition, elle est plus vaste dans le sens où dans nos piliers d'entreprise, on a un manifesto et l'un de nos piliers, c'est agir sur le futur du travail. Donc, c'est pas seulement la fiche de paye, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est quelles sont les relations finalement que ce bulletin desquels il parle, et puis comment est-ce qu'on peut accompagner les mutations du monde du travail, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup depuis le Covid notamment. Il y a des questionnements sur la rémunération, sur les rythmes de travail, sur le travail à distance, les temps partiels choisis, le sens du travail, etc. Et on a un rôle à jouer là-dedans. Et puis voilà pour l'article et puis le bulletin imaginé par Marion et Émilie. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ici, c'est la vision de demain. Qu'est-ce que ça pourrait devenir si c'était un objet facile à comprendre, paramétrable, qui est beaucoup plus porteur de sens. Et ça se recoupait vraiment très fort avec nos réflexions de l'année dernière. Et c'est venu alimenter cette pensée. Comment, maintenant qu'on a outillé les PME, parce que c'était un peu ça le but de Payfit, de dire on donne aux PME ces outils pour fonctionner au quotidien, donc améliorer le travail des employeurs, mais aussi des salariés derrière. Et donc, il y a un deuxième axe aussi qui est important pour la suite, c'est que donc Payfit, répond aux lois du marché. On est une entreprise privée et en même temps, on se situe, on jouxte les missions un peu de service public, d'intérêt collectif. Et on est au milieu de cet écosystème où on voit les organismes publics à gauche, puis en violet les organismes complémentaires qui sont un peu intermédiaires, et puis les clients, nos clients, donc les entreprises, employeurs et les salariés. Et donc ça vous donne un peu une idée de... c'est un terrain aussi de contraintes avec pas mal d'allers-retours. On a beaucoup de dépendances, que ce soit en termes de format, de prérequis, beaucoup d'allers-retours avec les organismes. Et en même temps, c'était un beau terrain de jeu pour venir imaginer ce que ça pourrait être et comment nous, en fait, on se positionne par rapport aux organismes, aux autres éditeurs de logiciels aussi, parce qu'en fait, on imagine dans une vie de salarié, on sait qu'elles deviennent de plus en plus multi-employeurs. Il y aurait autant de fois cet écosystème qu'ils ont d'employeurs. Donc, comment est-ce qu'on pourrait simplifier les choses pour le fameux utilisateur final? Et puis, je vais terminer sur donc nos premiers pas dans le design fiction.
C'est quelque chose d'assez récent chez Payfit et ça se joue sur le fond de l'actualité qui est très incertaine et mouvante. Donc il y a la crise de la tech depuis 2022 avec des licenciements massifs dans le monde entier. Il y a l'arrivée massive de l'IA aussi. Il y a le dérèglement climatique qui nous interroge sur nos usages numériques, plein de choses. Et il y avait une forme d'anxiété qui s'est manifestée assez clairement dans les équipes design notamment par rapport à notre place dans ce monde. Et donc, sous l'impulsion de Rita et avec le sponsorship de David, notre VP Design, pendant notre dernier off-site en octobre avec l'équipe Design, on a fait un premier atelier de prospective qui nous invitait à nous projeter en 2050 et avec des fragments du futur qu'on voit ici, un brief de mission et des petits scénarios, nous engager à repenser notre rôle de designer. Donc, c'était un rôle un peu il y avait un objectif de team building et aussi de souffler ensemble, de réinjecter un peu de positif dans notre quotidien. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc ça, c'était notre première expérience. Et puis la deuxième est plus récente, elle date de février. Donc là, l'objectif était un peu plus différent. Ça s'adressait au leadership de Payfit dans une perspective plus stratégique. Comment est-ce que, sur fond de mutation du monde du travail, on se positionne et comment est-ce que Payfit pourrait jouer un rôle positif, être acteur positif de ces mutations. Et donc là, l'attention, c'était la raréfaction des ressources versus l'automatisation des tâches. Et comment nous, on peut accompagner les salariés dans cette évolution-là. Donc c'est de là que je parle. C'était une longue introduction. Je vais te laisser peut-être nous donner ta hauteur de vue, oui, avec ton regard à toi, Noémie. Merci à toutes les deux et bonsoir à tous. Donc je m'appelle Noémie Aubron. Moi, ça va faire maintenant une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets de prospective. Le sujet du futur du travail, je l'ai un peu pétri dans plein de directions. J'ai travaillé sur le futur des chauffeurs de bus, sur le futur du dialogue social, sur le futur des métiers d'accompagnement, donc le coaching et les mentorats. Plein de points d'entrée différents, fertiles. Mais je voulais profiter de mes 10 minutes, non pas forcément pour faire des retours d'expérience sur ces sujets, mais plus pour vous partager ce que je perçois de ce qui est en train de changer dans le travail et qui est un point de départ pour moi essentiel pour amener la prospective du travail dans les organisations. Parce qu'on voit que c'est un sujet qui est extrêmement mouvant, sensible et sur lequel effectivement il faut, je pense, avoir pour le coup une vraie approche de designer quand on va l'amener dans les organisations. Donc je vous partage rapidement quelques constats qu'on peut faire aujourd'hui et qui pour moi sont essentiels avant de prolonger la discussion et de se demander qu'est-ce qui pourra advenir demain au travail et d'ailleurs de se poser la question, est-ce que c'est la bonne manière de problématiser le sujet, ce futur du travail qui est un sujet complètement fourre-tout et finalement de bien rentrer en empathie avec ce qu'est le travail aujourd'hui pour peut-être aboutir déjà à une meilleure problématisation du sujet qu'on a envie d'amener. Donc le premier point que je voulais partager avec vous sur ce qui est en train de changer dans le travail, c'est la non-linéarité des vies professionnelles. Je pense qu'on le constate tous, déjà dans la manière aussi dont on peut se projeter dans nos carrières, sur le système aussi de retraite. Là, je vous ai sorti une étude qui montre la croyance du système de retraite pour les personnes qui sont en activité aujourd'hui, qui ont entre 30 et 49 ans, dans quelle mesure est-ce qu'ils auront droit ou pas à la retraite. Donc cette linéarité et cette quelque part promesse de travailler pour pouvoir cotiser à une retraite ne fait plus partie de la majorité des croyances. Et ça, c'est un élément qui est vraiment majeur. Je lisais une étude très récemment, une enquête journalistique qui a été faite par un journaliste américain, et notamment sur les conceptions de la retraite. Et en fait, lui, il identifiait autant de gens qui se préparaient à partir à la retraite à 35 ans qu'à 85 ans. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on est dans une société qui ne ressemble plus du tout à une société de la toupie, où on avait à peu près 80% des gens qui pouvaient se ressembler, des aspirations communes par rapport au travail. On est passé à une société du sablier. Et ça, c'est vraiment donc avec des polarités très fortes. Il n'y a plus de moyens. Il y a du précaire, du premium. Et donc, ça se ressent extrêmement fort sur le rapport au travail.
il n'y a plus une homogénéité et c'est plus possible de penser le travail du point de vue de la standardisation. Ça, c'est vraiment un élément très fort. Et ce rapport à la retraite, c'est simplement c'est presque simplement une anecdote parmi tant de rapports au travail qui sont en train de changer. Donc ça, c'est le premier point, cette non-linéarité de la vie professionnelle. On entend aussi beaucoup de choses autour du travail qui ne paie plus. Le travail ne paie plus, c'est plus forcément le moyen aussi de pouvoir atteindre une promesse qu'on nous a faite quand on a fait nos études, quand on a investi dans notre futur, dans notre carrière. Le logement est devenu inaccessible pour une partie croissante de la population. On travaillait, ça nous permettait de se loger. Maintenant, on peut même plus se loger pour travailler. Donc, on a ce sujet du logement qui rentre très très fort dans l'univers du travail et qui fait partie des préoccupations majeures aujourd'hui quand on, par exemple, change d'emploi. Et ça, c'est vraiment un point fort à avoir en tête. Et puis, il y a ce sujet aussi de la hiérarchie sociale. Même si aujourd'hui on est très bien inséré dans la vie professionnelle, on sait que tout peut basculer très très rapidement. L'école blanc dont je fais partie sont typiquement dans ce schéma-là. Quand on voit par exemple BlackRock qui vient de lancer un fonds pour financer la transition vers des cols bleus et donc financer plutôt de la formation d'électriciens, ça doit nous alerter aussi en tant que col blanc. Et donc on est aussi dans ce rapport-là au travail qui dit en fait, tu ne sais pas ce qui va se passer dans les 3 prochaines années. Et même si aujourd'hui tu es statutairement satisfait de qui tu es, demain, ça pourrait ne pas être ça. La donne pourrait considérablement changer. Et ça, psychologiquement, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce qu'on est vraiment dans un niveau d'incertitude qui touche là aux fondamentaux de nos vies et la manière dont on a structuré nos vies. Tout l'investissement antérieur pourrait complètement basculer demain. Donc, quand on parle du travail, on parle aussi de ça. Et si je vais plus loin, quand on parle du futur du travail, alors, quand on parle du futur tout court, je ne sais pas si vous avez vu cette étude de Anne Muxel sur les peurs françaises, qui est absolument fascinante. On y apprend que 39% des Français considèrent que d'ici quelques années, ça sera la fin du monde. Donc ça peut paraître, en tout cas le chiffre, 39%, j'ai trouvé ça énorme. Mais je pense que je le retrouve un peu dans les ateliers que je fais et dans les discussions que j'ai en entreprise. Cette fin du monde, c'est la fin de l'imaginaire. On ne se représente plus rien. Il y a ce défaut complet de représentativité. Et sur le travail, tu le disais Marion, c'est le néant complet. On est incapable d'imaginer autre chose que le fait effectivement de ne plus de perdre et de ne plus forcément avoir de projet suivant. Et ça, je pense que c'est un élément qui est vraiment majeur à prendre en compte aujourd'hui quand on parle du futur du travail. L'état psychologique de énormément de gens, c'est celui-ci. On a 8% des Français qui n'ont peur de rien. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais cette étude est vraiment hyper intéressante et ça nous éclaire aussi beaucoup sur le rapport au futur qu'on peut rencontrer et auquel effectivement qu'on doit aussi comprendre quand on travaille sur des sujets de prospective. Et donc quand on travaille sur cet objet travail, les questions qu'on a sous-jacentes en face, c'est un peu ce que tu décrivais tout à l'heure Marion, c'est que va devenir mon métier demain ? Est-ce que je serai encore utile, employable, je dirais même protégée ? Est-ce que effectivement, ce que j'ai construit jusqu'à présent, tout cet investissement que j'ai donné, est-ce que je vais pouvoir encore me sentir protégée parce que j'ai construit jusqu'à présent ? Il y a le fameux sujet de la valeur humaine. Où sera ma valeur humaine dans un monde effectivement de plus en plus technologisé ? Quels seront les indicateurs d'un travail bien fait ? On entend beaucoup ce mot-là de travail bien fait, mais je pense qu'il résonne aussi beaucoup avec quelque chose qui est en train de naître là, de germer sur son rapport au travail. Est-ce que j'aurai les moyens de négocier mes conditions de travail ? Et à quoi ressembleront mon entreprise et mes collègues ? C'est un peu tout ça qu'il y a derrière en termes de préoccupations, de besoin aussi de pouvoir aussi se représenter. Et donc, on voit que le champ, il est extrêmement large, mais on voit aussi, comme je disais, c'est vraiment un sujet, un terrain de réflexion qui est très sensible. Quand on a cette cartographie-là en tête, on ne peut pas aborder n'importe comment le sujet du futur du travail. C'est un sujet qui est hautement anxiogène, qui est très intime, qui touche vraiment à la place que j'aurai dans la société demain, et sur lequel, effectivement, il y a tout un travail d'imagination stratégique. Et là, vraiment, je tends la perche à tous ceux qui ont la possibilité de lancer de potentiels projets de cette nature-là. C'est vraiment important de renouveler l'imaginaire et les possibilités qui peuvent émerger de tous ces changements. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un axe majeur.
Mais ce que ça veut dire pour nous, côté, pour ceux qui accompagnons ce type de démarche, c'est qu'il va falloir aussi faire un travail plus conséquent de comprendre les différents personas auxquels on s'adresse. Et notamment, qu'est-ce que ça veut dire de penser le futur du travail pour un quadragénaire col blanc qui ne croit pas en sa retraite. On a cette conception effectivement du système de retraite. Dans quelle mesure aussi on articule ça avec le fait que demain, il y aura une pénurie de main-d'œuvre. Souvent, quand on pense uniquement col blanc, on pense automatisation, IA, etc. Mais comment est-ce qu'on ouvre cet imaginaire aussi autour de la pénurie de main-d'œuvre qui sera probablement assez massive autour de 2035 et qui va nécessairement ouvrir énormément d'opportunités. Donc, comment est-ce qu'on se raconte aussi quelque chose qui donne envie et qui ne tourne pas non plus sur l'inutilité de l'humain, surtout sur des populations de ce type-là. Comment est-ce qu'on pense le futur? Alors, pour un col humide, j'ai pensé à toi, Marie, en écrivant ça. Je ne sais pas si vous connaissez la distinction entre les cols secs et les cols humides. Les cols secs, ça vient tirer le fil des cols blancs et des cols bleus, comme une nouvelle distinction finalement entre les cols secs, qui sont les personnes qui travaillent plutôt en environnement climatisé, donc les gens qui ont plutôt un métier de bureau, versus les cols humides, donc plutôt les personnes qui vont travailler en extérieur. Et donc, ce qu'on entend beaucoup, c'est cette idée que finalement les cols secs et les cols humides, c'est la prochaine grande inégalité ou le prochain grand clivage statutaire du monde du travail, dans un monde où effectivement on sera confronté de plus en plus à des jours où on devra travailler à 50 degrés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de penser le futur du travail pour un col humide dont le corps souffre déjà après 15 ans de vie professionnelle? Quand on projette effectivement ça, comment est-ce qu'on peut penser aussi des futurs souhaitables aussi pour le corps, pour le respect des corps et pour le sujet des santé et de la santé au travail? Je pense que Marion travaille beaucoup sur ce point-là. Comment est-ce qu'on pense le futur du travail pour un jeune étudiant qui est en dernière année d'école de traduction, qui arrive sur le marché du travail après avoir investi 55 vies et probablement des économies pour se former à un métier et qui arrive plein de désillusions? Comment est-ce qu'on répare cette cicatrice de la promesse qui n'a pas été tenue? Comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes? Je pense que là, il y a une question immense et sur laquelle on ne peut pas dire qu'on ne peut pas on ne peut pas agir. On a une responsabilité collective à prendre ce sujet en main. Et puis, comment est-ce qu'on pense le futur pour un adolescent pour qui tous les savoirs sont gratuits et qui montre sa vulnérabilité à une IA, mais gomme ses émotions pour son entourage? Alors, je suis peut-être un peu caricaturale, mais on a quand même quelque chose de cet ordre-là qui est aussi en train d'émerger, ce rapport aux émotions et quelle vont être la place des émotions dans le monde du travail pour cette génération, mais pas que. Je vois déjà... et je le fais, ça m'arrive de gommer aussi ma colère en demandant à ChatGPT de faire en sorte que mon email ne traduise pas mon énervement. Donc, on voit déjà qu'on est déjà en train de le faire. Qu'est-ce que ça donnera demain, ce phénomène-là? Tout ça pour vous dire, pour vous inciter vraiment à prendre ce sujet à bras-le-corps parce qu'il est essentiel, mais il est difficile, il est complexe, il est intime. Et donc, de bien comprendre, de bien faire ce travail d'empathie avec... Qui travaille, pourquoi et quelles vont être les dynamiques possibles avec un vrai enjeu effectivement à imaginer plus fort ce que pourraient être les futurs du travail. Merci beaucoup pour toute cette mise en contexte. Et c'est vrai que c'est des thématiques, typiquement le futur du travail avec le réchauffement climatique. Nous, on l'a plutôt abordé dans le futur de la nuit, qui était un événement aussi qu'on avait fait avec la Gaieté Lyrique. Du coup, on va passer aux questions-réponses sur les hypothèses. En tout cas, vous avez construit 4 hypothèses. Et ça va être le moment en fait d'utiliser vos téléphones. Vous savez, je vous ai demandé de prendre en photo le bleu ou le orange. Ça va être comme au Futuroscope, le moment de mettre en haut vos téléphones. Et en fait, la première hypothèse, le monde de la tech est plus propice à une réflexion prospective que les autres secteurs. Donc voilà l'hypothèse qu'on vous propose là sur la slide. Du coup, je vais... Attendez. Laissez vos téléphones, j'ai pas eu le temps de bien voir. Qui dit quoi? Orange. Moi, je vois un bleu, j'ai demandé à un bleu, du coup. Oui, moi je pense que le monde de la tech est plus propice à une réflexion prospective parce que donc ils ont plus de moyens, ils ont plus de temps. La tech, ça évolue très vite, donc ils sont obligés de se projeter dans l'avenir pour savoir si la technologie qu'ils utilisent quel est le potentiel des choix technologiques qu'ils ont faits
et et comment ils vont orienter la suite et leurs investissements. La réflexion prospective est plus propice à la tech, alors que dans d'autres environnements, ils sont plus conservateurs, donc ils verront bien comment les choses vont évoluer en fonction de l'actualité, en fonction de ce que va dire le syndicat professionnel, en fonction des aides gouvernementales. Enfin, c'est moins pour moi la prospective dans la plomberie ou chez les garagistes. De toute façon, ils verront ce que dit la Corp ou ce que dit les autres. En orange. Alors moi, ce monde de la tech, c'est un monde que je fréquente beaucoup. Je le trouve très biaisé, très orienté, très technosolutionniste et beaucoup moins enclin que beaucoup d'autres à réaliser les limites du monde physique et les choses qui nous attendent. Et donc, je pense pas qu'aujourd'hui, ce soit le plus propice à une réflexion prospective sur ce qui va advenir. Parce que je pense qu'il y a cette forme de croyance quasiment mystique dans, on va réussir à faire autant, mais avec 10 fois moins d'énergie, avec 10 fois moins de matière, etc. Et qu'en fait, ils n'ont pas du tout passé la barrière de réaliser ce qui va leur tomber sur la gueule. Moi non plus, je suis pas d'accord. En tout cas, moi, c'est mon retour d'expérience. Je partageais avec Sylvia et Marion. Moi, j'ai jamais travaillé avec un acteur de la tech en 10 ans. Alors, peut-être que je les attire pas et peut-être que c'est mon parti pris sur notamment les modes de vie. C'est sûr qu'il y a une branche de la prospective qui est plus de la prospective technologique qui pourrait peut-être être plus en cohérence, je pense, avec la vision du monde, mais je partage assez ce que tu énonces comme point de vue. Pour faire de la prospective, souvent, il faut plutôt se sentir en danger. C'est, je pense, le point de départ souvent de la prise de conscience, de se dire il y a des choses qui pourraient bouger et qui pourraient aller contre notre futur linéaire. Là où j'ai l'impression que dans le monde de la tech, ils ont tellement l'impression de faire partie du futur linéaire, mais on écoutera. Il y a en tout cas cette grosse croyance à débunker avant et des angles morts qui sont conséquents et qui font que probablement que le filtre de la prospective est un peu compliqué à amener sur des démarches systémiques complètes. Je peux pas dire le contraire, en vrai. Mais comme je suis bicolore ce soir, je vais amener le d'accord. C'est plutôt un espoir, en vérité, que je suis d'accord avec cette phrase, parce qu'elle se veut volontairement un peu provocatrice. Mon point, c'est plutôt, il y a une vraie opportunité dans la tech pour se saisir de la prospective. Et en vérité, on devrait en faire beaucoup, beaucoup plus pour justement contrer ce biais très fort qu'on a et qui est réel. Et en fait, je vois 3 bonnes raisons de le faire. Enfin, il y en aurait 1000 probablement, mais s'il faut en citer 3, ce serait déjà parce que le langage de la prospective, il résonne très fort avec le mindset des dirigeants et des cycles de vie d'une entreprise. Donc, si on pense aux 4 archétypes du futur, l'entreprise, elle se situe forcément sur l'une de ces trajectoires-là. Et c'est dommage de ne pas s'en saisir en vérité parce que ça donne des billes sur la suite, ça donne de la visibilité et aux dirigeants et aux salariés pour anticiper si on n'est pas forcément dans la croissance qui est actuellement le cas quand même de beaucoup de boîtes, quelles sont les options? Est-ce qu'on peut stagner? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il va y avoir une récession? Comment l'anticiper? Ou est-ce qu'il y a une transformation qui nous attend? Et dans ce cas, comment est-ce qu'on pivote? Quels sont les métiers dont on a besoin? Quelles sont les expertises? Et je pense à des boîtes, tout bêtement, un Slack, par exemple, qui était un jeu vidéo avant, qui est aujourd'hui une messagerie. Ça pourrait se produire à d'autres échelles. Comment est-ce qu'on se prépare là-dedans? Donc ça, c'est plutôt au niveau vraiment très haut stratégique. Le deuxième, c'est que c'est un levier d'innovation. Et en fait, je suis très surprise de découvrir en même temps que la prospective à quel point elle est sous-employée dans la tech, parce que je me dis, l'innovation, c'est notre pain de tous les jours. Et l'innovation, si on la décompose, dedans, il y a la recherche, il y a la créativité et l'exécution. Et moi, je vois la prospective quand même un excellent levier de la créativité. Comment est-ce qu'on invente pour demain les nouvelles solutions? Et donc, il y a un terrain de jeu à investir là-dessus et qui est aussi générateur du coup de richesse et de perspectives pour l'entreprise. Et le dernier, ce serait plutôt sous l'angle de la responsabilité. La tech a tendance à sortir des solutions et à reconfigurer les usages avant même de mesurer les effets. Et c'est quand même quelque chose qui est très récurrent.
Est-ce qu'on n'a pas la responsabilité, avant de lancer quelque chose de nouveau dans le monde, de se poser la question de quels seraient les effets de cette chose et comment est-ce qu'on pourrait les canaliser? Où est-ce qu'on veut aller avec cette solution? Et à la fin, ça se résume, je pense, à comment est-ce qu'on peut inscrire ce temps long dans le ROI? Comment est-ce qu'on parle le langage, des dirigeants pour dire, bah, là, il faut faire pause et en fait, c'est dans notre propre intérêt. Et là, c'est une question peut-être aussi de cycle, plus court, à quel moment de l'année? Est-ce que ça s'inscrit bien dans la vie, d'une entreprise? Chez Payfit, par exemple, on a une saisonnalité très forte liée à des accélérations en fin d'année. Chez nous, c'est le pic d'activité. Peut-être qu'il y a des moments dans l'année où on peut reprendre le souffle et qui se prête à ça. Ça peut être l'arrivée de nouveaux salariés. Enfin, il y a peut-être des moments, il y a des moments où on budgète, par exemple. Il y a peut-être quelque chose à trouver sur, voilà, il y a un ROI et comment le positionner dans la pratique de l'entreprise. Je vais juste jouer la neutralité et résumer presque ce qu'on vient de se dire. C'est qu'en fait, on a des acteurs de la tech qui ont des actifs immatériels. Alors certes, ça s'appuie sur toute une infrastructure, elle, tout à fait concrète, mais qui ont pris l'habitude ou qui ont dans leur culture une capacité à bouger, à pivoter, à sortir des fonctionnalités qui sont adaptées. Et peut-être que cette capacité-là, il serait intéressant qu'elle soit au service d'une vision un peu plus longue. Là où des acteurs, comme ceux moi avec qui aujourd'hui, des acteurs industriels, qui ont investi pendant des décennies sur des infrastructures et des machines, et qui voient bien le mur, mais qui n'ont pas la même capacité de mouvement du fait de leurs actifs, c'est là en fait qu'est la tension dans la question. Donc c'est pas d'accord, c'est chacun a des moyens différents pour faire bouger. Merci, très bon résumé, effectivement. On va passer à l'hypothèse numéro 2. Alors, même système, d'accord, pas d'accord, vous mettez avec vos téléphones. Un opérateur de production ne peut pas initier une démarche de prospective. Un opérateur de production, ça va être quelqu'un sur une ligne de production, quelqu'un dans l'opérationnel qui est vendeur, quelqu'un qui a priori pas de rôle stratégique dans l'entreprise, mais qui est vraiment sur le terrain. Encore une fois, majoritairement pas d'accord. On va commencer par le bleu. Il y avait du bleu dans le fond. OK, non, moi, c'était juste parce que, un opérateur de production, il peut tout à fait initier une démarche de prospective. Après, quelle ampleur elle va avoir et quel impact elle va avoir, c'est, désolée, je suis un peu cynique, hein, un peu, voilà. Je suis pas sûre que ce soit, complètement réaliste de se dire que tout seul, il peut initier une démarche de prospective, voilà. Il peut convaincre des gens au-dessus de lui, qui vont convaincre des gens au-dessus de lui, mais c'est une chaîne qui est difficile à enfin, il y a forcément une étape qui va rater au milieu, quoi. Pour l'avoir vécu, mais je suis dans la tech, donc je suis peut-être biaisée. Je pense qu'il y a aussi une question que l'organisation crée un cadre pour que ce genre d'initiative soit possible, de prise de parole, de prise d'initiative, de, je pense, typiquement chez nous, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été initiées par des gens qui sont au service client, qui gèrent des déclarations, qui font du ticket quoi, qui sont pas dans les équipes produits, qui font pas de l'innovation. En fait, ils remontent des sujets et après tout est dans, la définition de initier. Mais à partir du moment où peut-être l'organisation est une organisation un peu apprenante et qui propose un cadre pour ça, c'est peut-être un peu possible. Voilà. Vous passez pour l'autre équipe. Orange, ouais, équipe orange. Finalement, c'est un peu la même réponse que vous. Mais je sais que moi, j'en ai vu et je pense qu'en partir de la définition que vous avez donnée, enfin, pas la définition, mais le fait que de partir d'un point d'urgence ou de danger, on peut s'imaginer on peut se lancer dans la prospective. Et moi, j'ai travaillé dans beaucoup d'industries où il y avait beaucoup de précarité ou beaucoup de danger, on va dire. J'ai travaillé dans le monde scolaire aussi, de santé, des hôpitaux et tout ça. Et là, comme il y a énormément de je vais dire, enfin, menaces, mais dans le sens, le monde qui impacte le quotidien de l'industrie ou du travail. Il y a, je crois qu'une pression pardon, je m'articule très mal là. En gros, je crois que tout le monde peut initier si l'argument est assez convaincante. Et je crois que c'est souvent les gens qui sont en production ou qui sont en frontline, je sais pas le dire en français, je sais, première ligne,
qui ont cette ressenti et qui peuvent initier aussi, mettre l'alarme, qui peut avoir des ripple effects, pardon, j'ai du mal avec le français. Donc en fait, ça pose la question du qui. Et c'est vrai que la formulation, elle invite au débat parce que on voit bien que c'est quelque chose qui doit devenir collectif. J'ai 2 exemples. Un qui vient de ce que j'ai pu voir moi et un qui vient d'un documentaire que je vous invite à voir qui s'appelle Les Éclaireurs, qui se passe dans 3 environnements, Leroy Merlin, la gendarmerie et le monde du BTP. Et en fait, dans ces 3 environnements, ça va être des actions qui viennent du terrain, qui vont faire bouger à un moment, qui vont suffisamment titiller l'organisation pour que les choses elles prennent une ampleur plus importante. L'exemple de Leroy Merlin, c'est une vendeuse en fait qui se rend bien compte que en fait, acheter des outillages hyper chers pour les utiliser 3 fois, elle a plus très envie de vendre ça. Donc elle va venir questionner en fait son organisation sur est-ce qu'on peut pas faire autre chose en fait. Aujourd'hui, elle fait partie un peu des éclaireurs de son organisation pour la mise en place d'un système de location, voilà, qui est aujourd'hui déployé dans toute la France sur ce type de matériel-là. Ce qui est très bien montré dans ce documentaire, c'est à quel point elle sait s'appuyer, ou elle a une organisation, en tout cas, elle sait faire appel à. Il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est à un moment donné, elle dit en fait, moi, je peux m'époumoner tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de le faire, le faites pas, en fait. C'est à vous, là, de décider. Voilà, j'ai fait éclaireur, j'ai signalé. Si, en fait, ça va pas plus haut, moi, je vais pas me fatiguer non plus, quoi. Enfin, je vais pas non plus m'épuiser à vous convaincre, quoi. Le 2e exemple, il est beaucoup plus collectif. Donc, c'est dans cette organisation, dans cette industrie métallurgique dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui fait peur à l'échelle de la direction et de la stratégie, c'est le mouvement social. Ils sont là, ils sont tétanisés, ils sont là, il fait plus chaud, on travaille déjà à chaud, nos gars, c'est sûr, à un moment, droit de retrait, ils vont faire arrêter la production. Et ça coûte très cher. Et donc, moi, je crois vraiment aussi au pouvoir que chacun on a sur le terrain à faire pression, à faire levier collectif pour que les choses, à un moment donné, elles bougent. Et c'est exactement pour ça que cette organisation, en vrai, elle n'a pas de solution aujourd'hui. Elle ne sait pas comment s'y prendre et elle a vraiment les chocottes. Peut-être si je peux compléter, j'ai bien aimé votre intervention, parce qu'en fait, par rapport à la question que moi j'avais en entrée, en se disant c'est quoi la bonne question sur le futur du travail, en tout cas, c'est probablement dans ces endroits-là que vous allez la trouver, la bonne question. Et donc, effectivement, on peut se questionner sur qu'est-ce qui vit ensuite. Mais si déjà on a une problématisation beaucoup plus concrète et qui part du terrain, c'est un excellent point de départ. Et c'est probablement le bon endroit pour démarrer un sujet de prospective. Alors j'allais ajouter un petit point sur le terrain dans la tech. En fait, évidemment, il faut qu'on ait le support du leadership et qu'il voit l'intérêt pour faire vivre la démarche dans le temps et qu'elle s'installe. Après, je pense que les IC, donc les contributeurs individuels, comme on nous appelle, donc les personnes qui sont sur le terrain, on a quelque chose à apporter que les dirigeants n'ont pas, qui est justement la connaissance du terrain. Et je me dis que quelqu'un, par exemple, qui travaille à la recherche utilisateur, ou toutes les personnes qui font des tests avec nos clients, c'est les capteurs par excellence des signaux, en vérité. Et donc, c'est hyper intéressant que ces personnes-là fassent partie de la démarche et étudient comment ces signaux-là résonnent avec les signaux plus généraux et les tendances de la société pour ensuite venir abstraire quelque chose de plus grand. Donc, en vérité, c'est quelque chose qui se fait bottom-up et top-down, je pense. Il faut se sentir en danger face aux enjeux futurs pour lancer une démarche de prospective. Ok, donc intéressant. On a plus de bleu que de pas d'accord, plus de d'accord que pas d'accord. Est-ce qu'il y a un d'accord qui veut commenter son avis, qui n'aurait pas eu la parole jusqu'ici? D'accord, il faut sentir en danger. Les deux sont vrais quelque part. J'espère qu'on peut apprendre de cette époque où on se sent très en danger, on l'a dit tout à l'heure, et que par la suite, on sera capable de maintenir ça, si on s'en sort. mais là, c'est plus la perspective historique qui me fait dire que ça a sûrement pas fait de mal que
qu'on sente en danger pour s'y mettre, quoi. Aussi sur le bleu, et c'est simplement une réflexion par rapport au fonctionnement du cerveau. Le danger ou le sentiment du danger est ce qui mobilise le plus et pousse le plus à l'action. Donc, dans l'absolu, oui, le danger est un bon moteur d'action. Est-ce qu'il y a des gens qui sont du coup pas d'accord avec ce qu'on se dit? Ouais, Quand vous regardez actuellement le combat que mènent la Chine et les États-Unis face à face, ils se battent pour terminer glorieusement ce qu'ils ont fait au XXe siècle. Tout ce qu'ils ont fait a été pensé il y a à peu près un siècle. Les grandes stratégies sont très lentes. J'ai une formation de commissaire au plan. Commissariat au plan, on travaille à 30 ans, 60 ans, 90 ans et 120 ans. Parce que les problèmes que vous évoquez, par exemple sur le travail, c'est un sujet sur lequel évidemment je travaille. Moi, j'ai commencé à y travailler à la fin des années 70, où on a dit les gens étaient dans les champs, on les a mis dans les usines. Ils sont dans les usines, à la fin des années 70, on les met dans les bureaux. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Eh bien, ce chantier a été interrompu et aujourd'hui, on a des problèmes graves. On est acculé et ça donne des soirées anxieuses comme celle que vous êtes en train de faire. Alors peut-être pour sortir un peu de l'anxiété, moi, je suis un peu entre les deux, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une notion de curiosité quand on le fait à titre individuel, de si on veut vraiment trouver un alignement entre notre valeur à la société, se questionner sur ce que ça peut être pour le futur, pour nous, pour notre entreprise. Cette curiosité peut aussi être un moteur. Et j'ai aussi vécu en entreprise des démarches de design fiction, ne serait-ce que pour faire de la planification avec des équipes qui sont très focalisées sur éteindre les incendies du moment et qui ont besoin de prendre de la hauteur et en se disant on ne sait pas quel est le futur de nos utilisateurs et c'était un sujet facturation, donc c'était intéressant de réfléchir à des nouveaux modes du travail, notamment à mieux adresser les freelances qui auraient des revenus moins récurrents, donc la notion d'abonnement était moins pertinente. Donc, c'était aussi un moteur de pouvoir envisager de nouveaux modèles par opportunité ou par curiosité. Ah, peut-être juste aussi pour remettre un petit peu de contexte par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Simplement, effectivement, il y a plein d'endroits où la prospective se pratique de manière traditionnelle parce qu'effectivement, on travaille sur des infrastructures. L'armée est évidemment l'endroit où on voit les démarches de prospective s'ancrer sur un temps très long. On a aussi des acteurs qui travaillent sur la ville. Donc, tous ces sujets où, dans l'ADN même, c'est cohérent de faire de la prospective. Ce que je voulais évoquer surtout, c'était le passage à l'échelle et la dissémination de la prospective dans des endroits qui naturellement ne sont pas connectés à cette manière de regarder le monde. Et à mon avis, effectivement, le plus gros levier de massification de l'approche prospective, c'est le danger et la peur, malheureusement. Alors moi, j'allais ouvrir avec une question supplémentaire pour toi, Noémie, peut-être, ou pour toi, Marion. Donc, pour revenir au vécu de Payfit, moi, ce que je vois, c'est que, bon, effectivement, il y a le côté, il y a un malaise ambiant. C'était un déclencheur. On a organisé les 2 premiers ateliers dans ce contexte-là. Donc, c'est réel. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi peut-être 3 autres postures qu'on peut imaginer. Donc la posture plutôt offensive dont tu parlais à l'instant, les organisations qui pensent long terme forcément, où je me dis même les 3 cofondateurs de Payfit finalement, à un moment donné, ils se sont posés, ils ont bien réfléchi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter la vie des entreprises ? Est-ce que c'est pas une sorte de démarche prospective complètement inconsciente ou non intentionnelle, mais naissante peut-être dans l'intention ? Donc avant que quelque chose se passe, commencer par éclairer le terrain. Et j'ai l'impression qu'aussi, peut-être à des échelles différentes de société plutôt, il y a aussi la démarche réparatrice. Est-ce que après un choc, on ne pourrait pas s'en servir pour dire ok, maintenant repartons et imaginons un nouveau modèle à partir de ce qui reste pour collectivement réinventer ce qui nous entoure. Et puis évidemment, il y a ceux qui la pratiquent pas du tout et qui sont sans posture et qui attendent que les choses se passent. Et en fait, mon questionnement, c'est est-ce que déjà, cette sorte de typologie, elle tient la route ? Et puis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour passer d'une poche à l'autre, en fait, pour évoluer en maturité ?
En fait, j'ai peur d'empiéter sur la question suivante, alors je vais peut-être te laisser la Je me main et souviens même plus de l'hypothèse 4, donc je vais dire la voilà. Hem, non, mais ce que tu évoques, moi, ça me fait penser à un des briefs les plus intéressants qu'on m'ait proposé. C'était finalement, un acteur industriel qui posait la question, en fait, de avec nos assets industriels actuels, sans réinvestissement industriel, comment est-ce qu'on pourrait, réimaginer nos modèles de demain? Et je trouve qu'en fait, cette articulation intellectuelle, elle est hyper intéressante, en fait, parce que du coup, ça reconnecte à ce que tu disais tout à l'heure, Marion, sur, effectivement les industries où il y a effectivement des investissements très lourds et qui du coup, bah, finalement, recalibrent le rapport au temps, de manière, négative, mais finalement de rechanger la question en se disant: «Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qu'on a déjà et comment est-ce qu'on peut le faire évoluer, pour prendre en compte, ce qui est en train de changer?» Moi, ça me paraît être en tout cas une tournure d'esprit, qui, viendrait peut-être un peu concilier certaines de tes postures, pour avoir effectivement une approche un peu plus offensive, mais tout en étant effectivement dans le respect de son patrimoine, de son savoir-faire et de ses possibilités aussi d'investissement. 4e et je crois dernière hypothèse, la prospective n'a pas d'effet immédiat et est donc difficile à défendre en termes de ROI. Elle est quantique, hein, cette question, cette hypothèse-là. Ah et là, on est un peu 50-50. Ah, il y a quand même pas mal de bleus. OK. Hop, et ben, je vais pas commencer par les majoritaires, parce que bleu a l'air majoritaire. Je vais commencer par, ceux qui sont pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je rejoins ce que Marion a dit. Le moment où on réfléchit, il reste quelque chose et du coup, les gens ont quelque chose qui a germé, il se passe des choses. Je change page d'atterrissage, c'est fait exprès que tu m'as passé le micro. L'atterrissage, c'est qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant? Et c'est ça qui est important dans une démarche comme celle-ci aussi. Il faut y penser, c'est bien de penser à demain et tout, mais qu'est-ce qu'on plante tout de suite maintenant? C'est important pour les équipes qui ont participé et donc si c'est bien fait, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis personnellement pas d'accord avec le concept, mais moi, mon background, c'est dans la prévention et la santé publique. Et je sais que la prévention, c'est très difficile de quantifier. Et je crois que la prospective, ça rejoint un peu cet esprit de essayer de se projeter à l'avenir et de décider, de prendre des décisions stratégiques qui, pour des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, sont trop floues pour quantifier. Alors, je crois que c'est possible et je n'ai même vu des gens qui ont tenté de le faire ici au laptop. Mais je crois que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui diraient que non, tant que c'est pas réel devant nous maintenant et qu'on peut pas le quantifier, on peut pas le compter et du coup, on peut pas. C'est pas qu'il y en a pas de ROI, mais on peut pas le prouver et du coup, ça n'existe pas. Je le dis seulement parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont eu cette réaction. Ouais, alors c'est plus une réaction témoignage, donc moi je suis plutôt dans le champ de l'éducation et donc j'ai la chance de faire du design prospectif avec des enfants de 10 ans et je pense que l'effet ROI pour eux, c'est tout de suite de se dire qu'il y a un futur, enfin, qu'il y a des futurs. Là où ils peuvent être enfermés dans des choses et en termes d'empowerment, ça leur donne une puissance collective de lien, en fait, d'imaginer ensemble des futurs, de pas être d'accord, de pas venir dans ton futur qui me fait pas rêver, mais viens dans mon futur. En fait, on est sur des débats où on sent qu'ils sont, en tout cas, déjà dans un futur et le fait que l'UNESCO ait mis, la littératie des futurs comme une compétence, voilà, qui se traduit, c'est quand même aussi un signe que, en termes de cible, enfin, qui plus qu'eux est concerné par le futur, mais en tout cas à grande échelle, c'est vraiment très, très, très porteur. J'ai entendu votre réaction sur le fait que c'était pas du tout l'objectif de faire une soirée morose, donc je vais dire 2 choses. C'est, de s'assurer qu'on partage et qu'on fait circuler les bonnes histoires. Pour que ce qu'on pense demain, en fait, on est déjà en train de recevoir des récits, des histoires qui constituent l'imaginaire qu'on est capable de déployer dans notre quotidien. Donc ça, c'est une première responsabilité. Donc l'histoire, le récit que j'ai envie de faire circuler ce soir, ça s'appelle Utopia. C'est écrit par Camille Le Boulanger et c'est un récit qui raconte comment ces infrastructures demain, ces infrastructures qu'on a aujourd'hui, quel rôle elles auront demain, qui permet d'envisager un futur du travail et un futur de société qui est différent. Et ces histoires-là, elles sont très importantes parce qu'on sait le poids de la fiction, de la science-fiction, quel poids elle a eu sur
notre quasi-religion pour les technologies aujourd'hui. Donc, entourons-nous des bonnes histoires. Et ça nous permet, et c'est la deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que oui, ça a peut-être pas d'effet immédiat, mais déjà, si on arrive à planter les graines pour que chacun, là, qui sommes venus aujourd'hui, ce soir, bah, demain, on se dise, bah, qu'est-ce que je fais pour planter un peu de temps long dans mon quotidien auprès de mes collègues? Et c'est la raison pour laquelle je nous ai réunis ce soir, c'est que moi, je suis dans ces moments où on construit les projets long terme et je suis toujours un peu sidérée de voir que la question du temps long soit si peu abordée parce que je me dis: «Mais c'est tellement important, on est en train de construire un nouvel hôpital ou imaginer une nouvelle usine et la seule question qu'on se pose, c'est combien de patients on va traiter? Combien d'avions on va fabriquer? Enfin, vous êtes pas sérieux?» Donc soyons ces voix qui tentent, bah, de venir titiller un peu comme ces éclaireurs du terrain dont on parlait tout à l'heure, pour que les projets qu'on mène aujourd'hui, ils plantent les bonnes graines déjà pour demain. Voilà. Ça, c'est dans les cas où on peut pas faire de prospective là tout de suite, mais évidemment, si on se dit que ça voilà, que c'est ce qu'il faut faire à un moment-là, bah, c'est aussi ce qui se passe dans d'autres organisations. Se dire: «Bah, si, c'est le moment de le faire, prenons le temps de s'arrêter, prenons le temps de regarder, peut-être attendons pas de se prendre le mur pour y aller, quoi». Je peux peut-être juste ajouter un petit témoignage. J'allais dire, moi, je ne suis pas d'accord avec le premier bout de la phrase. Le deuxième, je suis pas très matheuse, donc sûrement que je dois être d'accord. Mais donc pour revenir à et c'était pas de la prospective, on parlait juste de prospective en vérité. C'est quand, on a fait notre meet-up que j'évoquais tout à l'heure avec Marion et Émilie. Le simple fait d'évoquer ensemble le futur avec nos collègues, de prendre de la hauteur, de se projeter un peu plus, longue vue qu'on court tous les jours, derrière le temps, ça a eu un effet hyper positif. C'était émouvant limite parce que après, j'ai reçu des messages, de collègues de différents bords qui m'ont dit, bah, des ingénieurs, des experts paye, des personnes des RH, une fille de la communication interne qui m'ont dit: «Mais c'était génial, ça m'a fait tellement du bien». Et en fait, il y avait cet effet fédérateur et retour aux sources de pourquoi est-ce qu'en fait on est là. J'ai envie de dire, l'effet était ultra immédiat. Après, comment le quantifier en termes de ROI? Et ça, je le laisse, aux spécialistes, du calcul. Et peut-être, du coup, si je peux juste compléter, moi je pense que, cette provocation, elle doit aussi nous inciter, nous, à écrire des meilleures, problématiques prospectives. Comment est-ce qu'on parle davantage le langage stratégique, pour aussi mieux connecter, les enjeux actuels et les enjeux futurs? Je pense que ça, c'est aussi notre responsabilité à nous, de faire ce pont et de faire ce lien parce qu'il ne sera pas fait dans l'autre sens. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on réaccroche à des sujets, présents. Et comment est-ce que du coup on intègre aussi les grands enjeux prospectifs, comment est-ce qu'on les imbrique dans des questions stratégiques? Et ça, c'est vraiment, une montée en compétences qu'on doit tous opérer, en prospective. Oui, c'est le moment qu'on n'avait pas organisé, mais mais je me prête avec joie à l'exercice. Je voulais vous remercier, déjà vous tous et toutes d'être venus. Je voulais vous remercier Sylvia et Noémie d'avoir accepté mon invitation à cette discussion. Je voulais remercier, Spéculative Future d'offrir aussi des moments où on peut, bah, partager ce genre de réflexion et ce genre de questionnement. Et je voulais aussi, remercier le laptop. En fait, ce lieu-là, j'étais très heureuse qu'on puisse, y être aujourd'hui parce que, en 2015, il y a Pauline qui a, hem, fait naître ce lieu, qui est venue témoigner dans mon école de cet endroit-là, qu'elle était en train de fabriquer. Et je pense que cette graine-là, ce mode de travail qu'elle était en train de proposer, qui était quand même, voilà, assez tôt en fait, par rapport, voilà, au statut de freelance, d'indépendante, coopérative qui sont un peu plus grouillants aujourd'hui en tout cas. Je pense que ça fait partie des quelques graines qui font qu'aujourd'hui cette question du travail, elle est très présente dans mes réflexions et dans mon quotidien. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Merci.